Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Maïf Social Club. C'est ce soir la dernière soirée 3x1 de cette thématique codée. Certains d'entre vous sont venus, je crois, à toutes les soirées et je vous en remercie. La nouvelle programmation du Maïf Social Club est en ligne depuis quelques minutes. Vous le savez, certaines soirées, certains ateliers se remplissent très vite. Donc évidemment, ceux et celles qui le souhaitent, je vous invite à vous inscrire dès à présent. Et de la même manière, je vous invite à vous inscrire uniquement si vous êtes sûr de pouvoir venir, afin de ne pas bloquer les places pour d'autres personnes qui souhaiteraient venir, s'il vous plaît. Donc pour cette soirée, on va commencer par un débat. L'intelligence artificielle, est-ce que vous y croyez? Et dans 2 minutes, Camille Yao va vous présenter nos intervenants et intervenantes ce soir. Le débat se clôturera à 20h et on enchaînera avec un spectacle manipulation poétique qui se tient juste en bas. Ça va enchaîner assez rapidement, mais vous aurez un temps pour souffler à l'issue du spectacle qui dure environ 40 minutes. Donc à 20h45 où on vous offrira un petit verre à boire et quelques petites choses à grignoter. Je garde la parole encore 2 minutes pour vous dire que vous avez sur vos sièges des questionnaires à remplir. Ce sont des questionnaires de satisfaction du public du Maïf Social Club qu'on a mis en place pour mieux vous connaître et puis aussi pour pouvoir ajuster éventuellement certaines choses du lieu. On peut toujours progresser. Ceux et celles qui ne l'ont pas encore rempli, parce que certains le remplissent plusieurs fois aussi, on vous adore, mais une seule fois, ça suffit. Je vous invite à le faire et à le déposer ensuite à l'accueil du Maïf Social Club ou auprès de mes 2 collègues, Ophélie et Esther, qui se trouvent là-bas et qui vous font des coucous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à tout à l'heure. Alors bonjour à tous et merci d'être ici et de suivre cette dernière soirée autour de l'intelligence artificielle. Merci aussi à ceux qui nous suivent sur Facebook Live. L'intelligence artificielle, est-ce que vous y croyez? N'a-t-elle que de bonnes intentions? Qui se cache derrière la machine? Voilà quelques-unes des questions qui vont nous occuper pendant l'heure qui suit. Mais avant ça, j'avais envie de retourner pile 1 an en arrière, en juillet 2017, et de vous montrer cette vidéo. On the artificial intelligence front, you know, I have exposure to the very most cutting-edge AI, and I think people should be really concerned about it. I keep sounding the alarm bell, but you know, until people see like robots going down the street killing people, like they don't know how to react, you know, because it seems so ethereal. I think we should be really concerned about AI, and I think we should. AI is a rare case where I think we need to be proactive in regulation instead of reactive. Alors, vous avez peut-être reconnu Elon Musk, un richissime entrepreneur de la Silicon Valley, qui a notamment fondé Tesla et PayPal, et qui s'exprime là, donc l'année dernière, il y a 1 an, devant tous les gouverneurs des États des États-Unis réunis pour tirer la sonnette d'alarme et leur expliquer qu'il a très peur de l'intelligence artificielle, que si on ne régule pas rapidement, on va se retrouver complètement dépassé par les événements. Et c'est pas le seul à avoir un discours si alarmiste. On a entendu Bill Gates sur le sujet, ou encore Stephen Hawking, qui ont tous exprimé leur crainte face à ces machines qui pensent. Alors d'où viennent ces peurs? Est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce qu'on doit encadrer les recherches sur l'intelligence artificielle? Et si oui, comment? Pour répondre à ces 3 questions, enfin à plus de questions encore, on a 3 intervenants. Un professeur pour commencer, Jean-Gabriel Ganassia, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez sur ces questions depuis une 40aine d'années maintenant. Vous enseignez l'informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université. Vous êtes donc chercheur en intelligence artificielle et vous présidez également le comité d'éthique du CNRS. Et vous avez publié 2 ouvrages récemment, l'année dernière, je crois, intitulés Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle vers une domination programmée, avec à chaque fois des points d'interrogation parce que vous, les alarmistes, vous font doucement rigoler, on en reparlera. De l'autre côté, Maxence Grugier, vous êtes journaliste. Bonjour, j'ai pas dit bonjour. Vous êtes spécialiste des arts numériques, des cultures digitales et des interactions entre nouvelles technologies et société. À la fin des années 90, vous avez fondé un magazine sur ces sujets-là qui s'appelait Cyberzone, c'est-à-dire que vous étiez un petit peu en avance. Et depuis, vous avez écrit pour plein de publications, Trax Magazine, Tsugi, Technicart, Le Monde Interactif ou encore Digital Arty. Vous
serez donc la caution culturelle, dirons-nous, de cette discussion. Et puis pour terminer, au milieu, notre caution juridique. Bonjour Nathalie Neveu-Gence. Vous êtes l'une des rares spécialistes en France du droit et de l'éthique de l'intelligence artificielle, de la robotique et des technologies émergentes. Vous enseignez à l'université d'Artois, dans le nord de la France, et vous avez publié l'année dernière un traité de droit et d'éthique de la robotique civile que vous avez préfacé d'ailleurs, je crois, Monsieur Ganassia. Et vous faites également partie du comité d'éthique du CNRS. Et puis je terminerai en rajoutant que vous avez initié et signé il y a quelques mois une lettre ouverte adressée à la Commission européenne qui s'inscrit contre l'idée de créer une personnalité juridique spécifique. Vous l'avez déniché, au robot. Oui, je l'ai déniché. Et on y reviendra également un petit peu plus tard. Mais pour commencer, puisque la question qui se pose aujourd'hui est l'intelligence artificielle, est-ce que vous y croyez? Je voudrais commencer par définir cette notion. Peut-être vous, Monsieur Ganassia, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est assez simple. C'est une discipline scientifique qui est née il y a un peu plus de 60 ans, en 1955. Deux jeunes gens qui étaient mathématiciens eurent l'idée d'utiliser ces objets nouveaux qui étaient les ordinateurs. Vous savez que le premier ordinateur électronique a été construit en 1946. Donc ils eurent l'idée d'utiliser ces objets nouveaux pour essayer de mieux comprendre l'intelligence. Et donc, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence, c'est mystérieux. Et en tout cas, ce n'est pas le QI qui mesure l'intelligence, contrairement à ce que disent certains auteurs. C'est la conjonction d'un certain nombre de facultés cognitives. Alors, qu'est-ce que sont ces facultés? C'est la capacité, à partir de nos organes des sens, de prendre de l'information puis de l'interpréter, ce qu'on appelle la perception en termes psychologiques. Ensuite, c'est l'organisation des éléments d'information qu'on a perçus dans la nature. C'est une mémoire, c'est ce qu'on appelle la représentation, rendre présent un objet en son absence. C'est aussi l'exploitation de ces informations, l'apprentissage. C'est enfin le raisonnement, c'est-à-dire la faculté de calcul sur ces représentations. Et puis ce sont les capacités de communication, d'échange. Tout ça, ça brosse un champ extrêmement vaste. Et ce que l'on fait depuis 60 ans, c'est essayer de mieux comprendre chacune de ces composantes de l'intelligence en les isolant et en les simulant sur ordinateur. Donc c'est un objet scientifique. Mais en même temps que cet objet scientifique, bien sûr, il y a un objet technologique, parce qu'une fois que ces facultés cognitives sont simulées sur une machine, on peut les utiliser à des applications pratiques. Et alors peut-être que vous n'allez pas me croire, mais je crois que je vais essayer de vous convaincre, c'est la discipline scientifique qui a le plus transformé le monde en 60 ans. Et je vais donner un exemple simple. Vous utilisez tous le web. Donc vous faites tous de l'intelligence artificielle sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Pourquoi? Parce que le web, c'est la conjonction des réseaux de télécommunications et puis d'un modèle de mémoire, je vous ai dit c'est une fonction cognitive, un modèle de mémoire qui a été conçu en 1965 par Ted Nelson, qui a été programmé avec des techniques d'intelligence artificielle et publié dans une conférence d'intelligence artificielle qui s'appelle l'hypertexte. D'ailleurs, le langage d'écriture des pages web, HTML, c'est Hypertext Markup Language, le langage de balise de l'hypertexte. Et puis, c'est le protocole de l'hypertexte, c'est HTTP, c'est aussi une référence, du web, c'est HTTP, c'est aussi une référence à l'hypertexte. Donc après, bien sûr, on peut trouver bien d'autres applications de l'intelligence artificielle. Ça a changé le monde, donc, et bien sûr, en transformant le monde, ça a des aspects extrêmement positifs dans beaucoup de disciplines, et puis ça a des aspects qui le sont moins, et c'est cela qu'il faut regarder en face. Et puis bien sûr, le terme lui-même, il a un sens double. C'est peut-être ce qui a fait son succès, son ambiguïté, parce que si on le prend littéralement, c'est faire un objet artificiel, donc de main d'homme, qui serait intelligent. Et à ce moment, ça fait peur, parce qu'on suppose qu'il va nous dépasser. On ne sait pas très bien ce que c'est que l'intelligence, mais on en a très très peur dans ce cas-là. Madame Neveu-Gence, pour compléter, est-ce qu'il y a une définition peut-être plus juridique de ce qu'est l'intelligence artificielle? Est-ce que le droit le définit? Non, pas du tout. Le droit ne définit ni l'intelligence artificielle, ni la notion de robot en général. Nous n'avons pas encore de définition de cette nature.
Puis pour terminer le tour des définitions, Maxence Gruget, je crois que vous, l'intelligence artificielle, c'est un mot que vous n'aimez pas trop, encore moins au singulier. Expliquez-nous pourquoi. Bah, un petit peu comme disait Jean-Gabriel, l'intelligence artificielle, c'est en fait un groupe de technologies. C'est les technologies de l'intelligence artificielle. On ne veut pas parler d'intelligence artificielle au singulier. Je pense que vous serez d'accord, Jean-Gabriel. Ouais, non, au contraire, je trouve que on ne peut parler d'intelligence artificielle qu'au singulier, puisque c'est une discipline scientifique. Il va y avoir un débat, du coup. Bon, en tout cas, comme vous avez commencé à l'esquisser, Monsieur Ganassia, ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle fait peur, qu'on a cette espèce de peur ou de fantasme de voir les robots prendre le pouvoir et nous asservir, par exemple. Et ces peurs, elles se nourrissent de nos références culturelles qui sont plutôt anxiogènes, notamment de la science-fiction. Maxence Grugier, vous avez peut-être quelques exemples à nous donner de ces références qui font qu'on craint l'intelligence artificielle. Bah, la plupart des choses qui reviennent continuellement, c'est la peur de, comme disait Musk dans l'interview, c'est la peur de robots qui descendent dans la rue et qui tuent tout le monde, ce qui est complètement aberrant, mais on peut comprendre aussi que certaines personnes non informées puissent croire à ce genre de choses, vu que justement les journalistes, c'est-à-dire mon corps de métier, désinforment en fait totalement le public. Et c'est vrai qu'on voit énormément de choses qui datent des années 80, en effet, comme par exemple Terminator, le fameux. Bon, après, heureusement, là, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des émancipations au niveau artistique de ce genre de scénario, avec des choses qui posent des questions sociales, plus sur la façon dont on vivra avec ces machines, qui sont quand même un petit peu plus proches de la réalité, comme des films comme Her, par exemple, qui raconte une histoire d'amour entre un humain un peu naïf et une intelligence artificielle qui, pour le coup, finit par lui dire « Bah non, tu sais, je suis comme ça avec tous les autres. Ah mince, en fait, je suis pas unique. » Et voilà. Ça pose aussi des questions sur l'amour. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, puis tous les sujets, tout ce qui est lié à la culture et l'intelligence artificielle, je parle de la culture artistique, enfin, ce qu'on peut produire d'objets artistiques autour de ce sujet. Ce que je trouve intéressant, que ça pose finalement plus de questions sur nous, en tant qu'humains. Comment on aime, qu'est-ce qu'on considère comme l'intelligence, comment on interagit les uns avec les autres, et finalement, cette intelligence artificielle, c'est une espèce d'exutoire pour une métaphore de notre façon de vivre aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est très intéressant. Vous êtes d'accord avec ça, Monsieur Ganassia ? Ah oui, moi je pense que la peur préexiste à l'intelligence artificielle et depuis extrêmement longtemps, cette idée que une statue puisse s'animer, devenir autonome, nous effraie et en même temps nous fascine. Il y a par exemple dans les cultes anciens en Égypte des statues animées. Et puis on peut traverser l'histoire, on voit les automates en Grèce, et puis plus proche de nous, vous parliez des années 80, je me suis dit peut-être du XVIe siècle, 1580, le golem, qui est une figure un peu ambivalente, puisqu'en même temps il faut une très grande perfection pour réaliser ce golem, qui est plutôt un défenseur, et puis en même temps il fait peur parce qu'on sent qu'il va prendre le pouvoir. Donc c'est l'ambivalence des robots. Et je voudrais à ce propos ajouter que vous savez que les robots, donc le terme a été inventé par un écrivain tchèque, Karel Čapek, qui a écrit une pièce de théâtre, et ces robots sont des travailleurs artificiels qui, puisqu'ils vont acquérir en dignité, puisqu'ils travaillent, ce que les hommes vont perdre, et ensuite ils vont prendre le pouvoir. Donc c'est bien sûr quelque chose de tout à fait effrayant. Mais il faut savoir quand même que ces robots, j'ai dit un écrivain tchèque, ils ont été inventés à Prague, dans la ville du golem. Et donc effectivement, il y a toujours cette dualité. Et Elon Musk, là-dessus, est tout à fait révélateur dans son discours, parce qu'il nous dit attention, on doit avoir peur, il faut être proactif, il faut réguler. L'intelligence artificielle est dangereuse, et puis il nous dit moi j'ai une solution. Alors on peut dire mais qu'est-ce que c'est cette solution ? Eh ben c'est de nous mettre des puces dans le cerveau, donc, de nous faire à moitié intelligence artificielle. Alors justement, Elon Musk, parlons-nous, ce à quoi il fait référence dans la petite vidéo qu'on a regardée, c'est le concept de singularité, donc ce moment théorique où l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine. Vous avez écrit un livre pour démonter un petit peu cette idée. Pour vous, c'est pas près d'arriver. L'intelligence artificielle va pas nous dépasser. Pourquoi ? Il se peut qu'un jour elle nous dépasse, mais ce que je veux dire, c'est que les scénarios qui sont décrits par un certain nombre d'autorités du monde contemporain, de grandes figures, d'hommes d'affaires, de scientifiques, comme Stephen Hawking, que tout le monde connaissait, ou d'ingénieurs comme Ray Kurzweil, qui est le directeur scientifique de Google, bon, ces scénarios, eux, viennent de la science-fiction,
Et ils sont, du point de vue scientifique, absolument pas justifiés. Et c'est ce qui me semblait nécessaire d'expliquer. C'est-à-dire que les arguments qu'ils sont utilisés pour justifier ce type d'alarme ne sont pas fondés. Et en particulier, ces arguments reposent sur l'idée que les machines sont de plus en plus rapides. C'est ce qu'on appelle la loi de Moore. Leur fréquence de calcul double à intervalles réguliers. Et donc, de cette croissance exponentielle, ils en déduisent que ça va être beaucoup plus rapide que nous. Alors d'abord, il faut savoir que c'est une histoire ancienne. Ça vient pas, c'est pas dernier, c'est d'avant l'intelligence artificielle. Déjà dans les années 50, un mathématicien qui s'appelait Irving John Good, qui voyait les progrès des tout premiers ordinateurs, avait, comme il était mathématicien, vu que c'était une loi exponentielle, il avait dit mais ça serait terrible, ça pourrait tout changer. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'auteurs de science-fiction qui ont utilisé cette hypothèse. Donc du point de vue de la science-fiction, c'est passionnant. Mais bien sûr, d'abord, il y a aucune chance que ça se poursuivre comme ça indéfiniment, parce qu'à un moment donné, on atteint des limites de la matière, des atomes. Et puis, la deuxième raison, c'est que quand bien même ça se poursuivrait, la fréquence de calcul, ça n'est pas l'intelligence. L'intelligence, je le répète, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux. On ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce qui fait que vous êtes conscient de quelque chose? C'est mystérieux. Alors, c'est pas parce qu'une machine nous dépasse, mais ça fait très longtemps. Les premiers ordinateurs nous dépassaient déjà. Quand on faisait des multiplications, on ne s'en souvient plus, mais ça fascinait les gens. Et quand on retrouve des écrits des années 60, par exemple, il y a 50 ans, sur ce qu'étaient les robots, mais il y a les mêmes craintes qu'aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de transformation majeure. Madame Neufjean, vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet ? Par rapport aux craintes, en réalité, elles sont ailleurs. Elles ne sont pas dans l'idée que l'homme va être dépassé, va être attaqué, va être agressé physiquement. C'est plutôt, par exemple, la question du travail. Donc ça, c'est l'une des grandes questions auxquelles on doit répondre aujourd'hui, c'est de savoir si l'intelligence artificielle ne va pas détruire le travail. Donc là, il y a beaucoup de thèses là-dessus, on ne peut pas trancher. Vous avez énormément de travaux qui ont porté sur ce sujet, et pour le moment, on ne sait toujours pas. On a des réponses, certains qui répondent que oui, on va quasiment perdre 80%, en tout cas des tâches actuelles seront assurées par des machines, mais en réalité, on ne sait pas du tout. Donc ça, c'est une vraie question. Vous avez également d'autres questions. Par exemple, vous avez des questionnements par rapport à la transformation de la relation entre l'homme et la machine. Est-ce que le fait qu'il y ait des machines omniprésentes dans notre société va pas faire que nous aurons une relation différente avec la machine, comme aujourd'hui nous avons une relation symbiotique avec notre téléphone portable? Est-ce que demain nous n'aurons pas une relation quasi symbiotique aussi avec une machine? Donc on parle d'intelligence artificielle, moi je vais réduire ça au robot. Un robot qui sera par exemple installé chez vous, un robot d'assistance aux personnes. Est-ce que vous n'allez pas nouer une relation qui va être totalement différente de celle qu'on noue aujourd'hui avec un ordinateur, par exemple, de sorte que ça va transformer véritablement la société. Donc c'est vraiment des questions qui se posent, qui sont immenses. On pourrait ne pas s'arrêter de la nuit, on n'aurait pas terminé. C'est vraiment plein de questions passionnantes aujourd'hui auxquelles on est confronté. Maxence Grugier, on a commencé à en parler, mais vous, en tant que journaliste, comment est-ce que vous envisagez votre rôle face au public pour justement éviter d'entretenir ces fantasmes et informer correctement les gens qui vont vous lire? Ce qui est très compliqué aujourd'hui, tu en parlais tout à l'heure, c'est que moi j'ai commencé dans le journalisme, on va dire par chance, parce que j'étais passionné justement, fut un temps de contre-culture, et aux États-Unis dans les années 90, il y avait toute une forme de contre-culture qui développait justement des idées un petit peu délirantes et assez fantaisistes et amusantes autour des nouvelles technologies, mais pas forcément d'une manière scientifique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que journaliste, moi j'ai l'impression, et je pense que c'est notre rôle en tant que médiateur en fait, d'être en formation continue et d'essayer de développer des expertises, de lire énormément de livres, de se tenir au courant de ce que fait Nathalie, de ce que fait Jean-Gabriel, les cognitions, ce genre de choses, et on n'est pas forcément bon dans toutes les matières. En l'occurrence, j'aurais peut-être besoin d'une bonne intelligence artificielle pour me seconder. C'est vrai que du coup, c'est un petit peu compliqué pour nous, mais en même temps, c'est très facile aujourd'hui de trouver de l'information. Donc quand certains journalistes laissent passer les propos de Musk, ou qu'on lit des choses comme la guerre des machines, par exemple, ce genre de choses, pour parler justement, ou la fin du travail, enfin voilà, toutes ces choses-là. Je comprends très bien qu'il y a des peurs qui sont fondées, comme disait Nathalie, des peurs sociales, des problèmes sociétaux qui sont très très importants et qui devraient être étudiés. Et dans cette matière, l'éthique est très importante.
est très importante. Et je pense qu'en France, on légifère d'ailleurs souvent trop tard sur plein de sujets. Par exemple, Internet, voilà. Aujourd'hui, on se rend compte des problèmes liés au réseau. Et puis, je pense qu'on va réagir trop tard aussi à ceux qui sont liés à l'intelligence artificielle, les réalités virtuelles. Enfin, voilà. Donc, en fait, le rôle du journaliste, c'est d'être le plus précis possible, de recouper les informations. Quand on a affaire à des experts qui nous disent qu'ils savent de quoi ils parlent, se dire qu'en fait ils ne savent qu'une petite partie, parce que comme disait Jean-Gabriel, en effet c'est une discipline, mais il y a quand même plein de sous-parties, le machine learning, le deep learning, les big data, qu'est-ce qu'un algorithme, enfin voilà. Et même quelqu'un qui est très informé dans ce domaine, je pense, n'est pas informé sur tout, donc on doit recouper les informations, on doit voir si ça se contredit pas, enfin bref, un vrai travail de journaliste pour être le plus précis possible. Et justement, essayer de dédramatiser. Voilà, on peut être fantaisiste, comme je disais au début, c'est toujours marrant, la science-fiction, et puis l'époque cyberzone dont vous parliez tout à l'heure. Mais à un moment donné, il faut quand même être dans le concret, parce que là, on touche des choses qui sont vraiment très importantes au niveau social. Oui. Donc c'est ça le rôle du journalisme. Alors justement, tout à l'heure, Jean-Gabriel Ganassia, vous nous disiez que l'intelligence artificielle est la technologie qui a le plus transformé le monde ces 60 dernières années. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans le détail ? J'ai pas dit que c'était la technologie, j'ai dit c'est la discipline scientifique. Pardon. Et à partir de cette discipline, bien sûr, sont nées beaucoup de technologies. Parce que je vous ai dit, on modélise chaque fonction cognitive et à partir de ça, on engendre énormément de choses. Et donc, de ce point de vue-là, je serais d'accord avec l'idée d'un pluriel. Mais ce sont les technologies qui sont plurielles, pas la discipline. Alors, je vous ai parlé du web, mais on peut parler de la reconnaissance des formes avec la reconnaissance des visages, par exemple. On sait que en Chine, par exemple, il y a des applications qui donnent froid dans le dos. On va pouvoir, si vous traversez au feu vert, vous envoyez un procès verbal automatiquement. Mais ça peut être la reconnaissance d'empreintes digitales. Le système Paraf, par exemple. Ça peut être la reconnaissance de la voix avec des logiciels comme Siri. Ça peut être le dialogue avec des chatbots. Ça peut être les robots. Les robots, c'est la conjonction de deux choses. D'une part, énormément de capteurs qui font que la machine va pouvoir percevoir son environnement et puis à partir de ça, une décision. La voiture autonome, de ce point de vue-là, c'est un robot. Puis on peut bien sûr continuer parce que dans toutes les activités humaines, on peut utiliser de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, ça conduit à poser la question du travail, comme l'a fait Nathalie, puisque beaucoup de tâches sont aujourd'hui susceptibles d'être automatisées. Bien sûr, la question, c'est est-ce que si les tâches sont automatisées, les métiers disparaissent? Non, parce qu'un métier, en général, c'est plusieurs tâches. Et en même temps, ces métiers se transforment parce que certaines tâches étant automatisées, il faudra que les travailleurs soient capables de mettre en œuvre ces automatismes. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une formation. Et puis bien sûr, si des tâches sont automatisées, peut-être que ces métiers s'exerceront plus rapidement. Et donc ça pourra diminuer un certain nombre d'emplois. Mais est-ce que ça veut dire que tous les emplois disparaîtront? Moi, je n'en suis pas certain. Vous envisagez plutôt une espèce d'alliance entre l'homme et la machine dans la transformation du travail? C'est bien évidemment ce qu'il faut faire. Il y a des choses qui se font automatiquement, mais il y a beaucoup d'autres choses qui doivent se faire en partenariat. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les technologies d'intelligence artificielle qui sont fondées sur l'apprentissage machine, et on a parlé de l'apprentissage profond, sont très utiles pour certaines choses, mais pas pour tout. Vous voyez, si on fait de la reconnaissance des visages, qu'on le fasse sans expliquer, ça ne pose pas problème, parce que nous ne savons pas nous-mêmes comment nous faisons pour reconnaître les visages. En revanche, si on fait un système qui fait du diagnostic médical, dans certains cas, ce n'est pas grave. Par exemple, il y a un système qui reconnaît, qui fait du diagnostic de grains de beauté pour savoir si ils sont potentiellement dangereux, s'ils sont malins ou pas. Là, ce n'est pas un problème, puisque de toute façon, ça permet de faire d'anticiper un peu les risques, et donc ça peut s'insérer dans le système de santé. Mais en revanche, d'autres choses, si on a un système qui va aider le médecin à faire son diagnostic, le médecin, il faut qu'il sache quels sont les éléments d'information qui ont été pris en considération. Donc voilà, donc ça fait partie de toutes les questions qui se posent aujourd'hui, mais bien évidemment, c'est un partenariat en général. Ça n'est pas une machine qui prend la décision à notre place. Donc l'intelligence artificielle, a priori, ne va pas anéantir l'humanité, mais elle est en train de transformer le monde et ça pose un certain nombre de questions, et notamment sur le plan juridique. Madame Neufgence, quelles sont les principales questions qui sont posées en droit? Alors vous avez de principales questions, ça va être difficile parce qu'elles sont
toute principale et très nombreuse. Donc c'est toujours très compliqué à aborder. Mais il faut savoir que l'Europe a commencé déjà, puisque vous parliez de la lettre ouverte, on va en profiter. Elle a commencé déjà à initier une réflexion sur l'intelligence artificielle et la robotique, quoiqu'elle ait qualifié le texte, puisqu'elle a adopté une résolution en février dernier, 2017, et elle parlait, elle, des robots. Encore que, donc on ne sait pas trop si elle parle des robots ou plutôt d'intelligence artificielle, c'est pas très clair. Et donc ce texte a voulu commencer à réfléchir sur les questionnements juridiques, qui sont, comme je vous disais, nombreux, et aborder peut-être un peu les questionnements éthiques. Alors parmi les questionnements juridiques, celui qui revient en premier, celui qui constitue véritablement un verrou en matière d'intelligence artificielle, c'est la responsabilité. Donc Jean-Gabriel parlait à l'instant des questions d'algorithmes prédictifs en santé. Nous avons, dans ce domaine par exemple, de nombreux questionnements au niveau de la responsabilité. Par exemple, si vous avez un médecin qui va utiliser un algorithme prédictif, est-ce qu'il peut être responsable malgré tout de la décision médicale qu'il va prendre en s'appuyant sur l'algorithme? Ou alors non. Et sinon, pourquoi? Donc, par exemple, en voiture autonome, comme ça a été aussi abordé, la question de la responsabilité également va se poser. Celle du constructeur, celle de l'utilisateur. Donc la responsabilité, c'est aujourd'hui un verrou qu'il faut lever pour réussir à débloquer ces questionnements, donc qui quand même sont extrêmement importants, mais qui permettront de faire un véritable déploiement de l'intelligence artificielle et de la robotique aujourd'hui, plus qu'aujourd'hui en tout cas. Alors parmi les autres questionnements, vous en avez de très nombreux. Alors cette résolution européenne, pour revenir sur elle, donc elle réfléchit sur comment solutionner ce problème de responsabilité. Elle propose plusieurs voies. Elle propose la voie de l'assurance. Donc ça voudrait dire que il appartiendrait par exemple à l'utilisateur d'un robot de s'assurer pour être couvert en cas de dommage. Elle parle de fonds de garantie. Encore que c'est pas très clair, puisque quand vous avez un fonds de garantie, qui va cotiser à ce fonds de garantie? Est-ce que ça va être tout le monde? Est-ce que ça va être seulement les acheteurs de machines, etc. Donc tout ça, ça n'a pas été débattu. Mais elle parle aussi, c'est ça qui pose un véritable problème, éventuellement d'adopter une personnalité juridique pour les robots. Donc ça voudra dire que on donnerait à une machine, et pas qu'une simple machine, à un robot donc qui répond aux conditions des robots, donc un robot dit, selon la résolution, intelligent, qui est capable d'apprendre de lui-même d'un certain nombre de choses, qui est capable aussi d'autonomie. On lui donnerait une personnalité juridique, donc une personnalité électronique. Alors il faut savoir que quand on a une personnalité juridique, on a des droits et des obligations. Alors aujourd'hui, nous tous ici, nous sommes des personnes physiques. Il existe aussi des personnes morales. Ce sont par exemple les sociétés, les entreprises, etc., qui sont des personnes morales et qui peuvent agir en société, agir juridiquement, parce que derrière, vous avez un humain ou des humains qui vont cautionner cette personne morale. Donc c'est une fiction. Et vous avez des humains au final. Mais cette résolution européenne vous dit, eh bien, on va créer une personnalité juridique. On ne dit pas trop si c'est sur le modèle des personnes physiques ou personnes morales, mais en tous les cas, elle sera dotée d'une personnalité électronique. Donc ça voudra dire que vous aurez des robots qui seront considérés comme des personnes et qui seront titulaires de droits et probablement d'obligations. Donc là, on voit tout de suite le biais, le problème qui va se poser dans notre société, puisque nous aurons affaire à des machines qui seront plus simplement des machines. Donc vous aurez des machines qui seront simplement des machines, comme par exemple aujourd'hui des outils de travail tout simples, mais vous aurez à côté des machines qui ne sont plus des machines, qui seront donc des entités, des agents comme nous, et qui auront un statut juridique qui se rapprochera du nôtre. Donc tout de suite, on perçoit le problème, le risque de confusion entre l'homme et la machine, et la résolution européenne l'a adopté. Donc elle a dit, on va réfléchir sur ces questions. Alors pour le moment, donc sur ce questionnement, donc là, j'ai rédigé une lettre ouverte à la Commission européenne qui doit d'ailleurs rédiger une directive. Alors pour vous expliquer en 2 mots. La résolution qui est adoptée n'a pas de valeur juridique particulière, c'est juste un avis, mais ça oriente quand même la politique européenne et ça influence les esprits. Et vous allez avoir une directive qui va être adoptée en 2018 et plutôt en 2019 sur la robotique, et celle-ci, par contre, pourrait tenir compte de la personnalité juridique. Pour éviter cette situation assez catastrophique, donc j'ai rédigé une lettre ouverte qui a été cautionnée par actuellement 270 personnes du monde de la robotique, de l'intelligence artificielle, du droit, de la psychologie, de la médecine, bref,
270 personnes, chercheurs, entrepreneurs, vous avez pas mal de fabricants de robots qui ont signé aussi, parce que l'un des arguments, et après je vais quand même me taire, l'un des arguments que l'on développe quand on parle de la personnalité juridique des robots, c'est que si les robots sont responsables eux-mêmes pour leurs propres dommages, ça veut dire que le fabricant ne l'est plus. Donc le fabricant fabrique un robot qui va présenter un défaut, il le met sur le marché, le robot est responsable et c'est lui qui paye. Voilà, c'est ça la situation globale de la personnalité juridique. Donc là, évidemment, ça devient complètement aberrant. Et pour éviter une déresponsabilisation, des fabricants, il faut vraiment se battre contre. Mais les fabricants français ont bien dit en signant cette lettre ouverte que non, on ne veut pas être déresponsabilisé. Ce qui montre déjà qu'il y a quand même une grande prise en compte des problématiques en Europe de ces questions, même par les fabricants qui ont une conscience morale assez élevée, ce qui est très très bien. Exactement. Maxence Grugier, vous voulez réagir ? Oui, moi, ça m'évoque des questions qui sont à la fois importantes et drôles, parce que quand on dit qu'on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence, on ne sait pas non plus vraiment ce qu'est un robot. Ça peut être par exemple, un frigidaire intelligent, c'est un robot. Donc, imaginons que il est défectueux, il laisse des aliments qui sont pas frais, les gens les mangent et ont un grave problème d'empoisonnement. Je veux dire, donc il est considéré comme responsable. En même temps, c'est pas non plus le constructeur en fait qui est responsable. S'il y a un bug, ça peut arriver. Il y a des bugs dans tout le domaine mécanique. Donc ça, c'est assez rigolo parce que finalement, qu'est-ce qu'est la responsabilité aussi ? Et puis, qu'est-ce qu'est un robot ? Enfin, du coup, ça pose quand même des questions d'une complexité assez abyssale, quoi. Peut-être répondre à sa question. Alors aujourd'hui, pour la même question du frigo intelligent qui tombera en panne et ou qui aura un bug, c'est simple. Le droit est très simple. Faut pas chercher midi à 14h. Le droit vous dit si le frigo a un bug, c'est qu'il y a un problème au niveau de son logiciel, au niveau du matériel. Et dans cette hypothèse, c'est le fabricant qui est responsable si vous avez une victime humaine ou d'ailleurs une chose qui est blessée, ou qui meurt par exemple. Donc ça c'est très important. On a déjà le droit qui répond à ces questions. Donc on a le régime de la responsabilité des produits défectueux. Et si jamais c'est pas le fabricant qui aurait, par exemple, c'est l'utilisateur qui aurait mal programmé sa machine, et de ce fait, vous avez des amis qui sont venus consommer des produits avariés. Dans ce cas-là, c'est effectivement la responsabilité de l'utilisateur de la machine. Ça pourrait être le méchant frigidaire qui vient tous nous tuer, qui descend dans la rue. Ça pourrait être le méchant frigo, oui. Ça ressemble à un titre de Mais ça fait pas très peur, hein, par contre. Monsieur Ganassia, vous voulez réagir également ? Oui, bien sûr. Pour dire qu'effectivement, cette responsabilité morale attribuée aux machines me semble contre-productive d'un point de vue technologique, parce que s'il y a un accident, certes, on pourrait indemniser les victimes, hein, c'est l'argument lancé par d'ailleurs l'avocat qui est à l'origine de cette idée, qui est un avocat français, et qui ensuite est arrivé à convaincre, parce qu'il est très éloquent, hein, c'est un avocat très brillant, est arrivé à convaincre une députée européenne, Madi Delvaux, qui a écrit un rapport qui ensuite est passé au Parlement européen. Alors pourquoi c'est contre-productif ? Parce que s'il y a un accident, d'abord, selon que c'est du civil ou du pénal, mais peut-être Nathalie pourra préciser, la question ne se pose pas dans les mêmes termes, hein, et c'est seulement dans le cas du civil qu'on va pouvoir indemniser les victimes plus rapidement, pas dans le cas du pénal. Mais si on indemnise les victimes, dans un premier temps, ça semble positif, mais dans un deuxième temps, bien sûr, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'enquête. Et s'il n'y a pas d'enquête, on ne pourra pas savoir quelle est exactement la cause, et donc on ne pourra pas la réparer. Or, ce que je crois, c'est qu'il faut d'abord, dès qu'il y a un accident, même s'il n'est pas grave, s'il n'est simplement que matériel, il faut savoir quelle est la cause pour pouvoir ensuite essayer d'améliorer les choses. Et puis, deuxième point, bien sûr, il faut savoir que les accidents qui arrivent avec des robots, souvent, sont aussi dus à l'utilisation que l'on en fait. Et donc, c'est pour ça aussi que l'enquête est importante. Et je voudrais citer l'accident qui est arrivé à la voiture Uber. Vous vous souvenez qu'en mars dernier, il y a eu cette voiture en Arizona qui a heurté une cycliste la nuit qui traversait une rue et qui prenait en réalité, elle était à pied et elle posait son vélo. Et l'enquête a montré que la société Uber avait durci les conditions. Donc, il y avait des capteurs qui ont bien détecté quelque chose, mais elles n'ont pas identifié un homme, et pour éviter
que la voiture soit très inconfortable, hein, pour que les gens n'aient pas mal au cœur. Hein. Ils ont durci les conditions parce que sinon, avec n'importe quelle feuille morte, n'importe quel sac plastique, il y avait une embardée de la voiture et ça donnait extrêmement mal au cœur. Et donc, ils ont fait des tests là-dessus. Alors, en même temps, bien sûr, il y avait à l'intérieur de la voiture, à la décharge d'Uber, une personne. Et on voit, hein, c'est très traumatisant parce que elle regarde son téléphone portable, hein, on voit les yeux qui baissent et puis hop, elle arrive trop tard. Mais en tout cas, ça veut dire quand même qu'il y avait une responsabilité aussi non pas du fabricant, hein, mais de la société qui avait mis en œuvre ces automatismes. Tout ça pour dire que tout ça est très très compliqué. Et puis aussi, bien sûr, responsabilité de la personne qui était dans la voiture. Alors il y a une autre question juridique qui m'intéressait, c'est on voit de plus en plus d'intelligence artificielle créative, notamment récemment il y a tout un album de musique qui a été composé par une intelligence artificielle. Dans ce cas-là, en termes de droit d'auteur, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, faut savoir que en droit français, en droit européen d'ailleurs, on insiste beaucoup en matière de création musicale, par exemple, ou littéraire. On insiste beaucoup sur la création humaine. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'œuvre doit être originale. Or, elle est originale si c'est un humain qui la conçoit. C'est-à-dire que dans notre code, on exige que ce soit un être humain qui conçoive l'œuvre, la création artistique. Donc ici, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc nécessairement, de facto, ça ne peut pas être une œuvre qui soit qualifiée d'une véritable œuvre protégée comme telle. D'accord, très bien. Mais on peut aller plus loin parce que lorsqu'on réalise une œuvre de ce type-là, il y a toujours un homme qui est derrière. Celui qui a programmé. C'est-à-dire que le geste artistique, lui, est identifiable. Et à ce moment-là, bien sûr, on doit pouvoir savoir quel est l'auteur. La question qui se pose et qui est plus compliquée, c'est quand il y a une œuvre faite par un musicien qui utilise l'électronique et qui réutilise des musiques anciennes, qui réarrange à partir. Hein. Et là, bien sûr, il peut y avoir un problème de droit. Ben souvent, quand il y a ce genre d'arrangement, il y a un partenariat en fait entre un label, une maison de disques et peut-être des fois aussi des musiciens vivants encore du groupe. Moi, je pense au cas du morceau des Beatles qui avait été recréé par une intelligence artificielle qui finalement avait fait un morceau que les Beatles ne se seraient jamais permis de faire. C'était absolument horrible. Mais en tout cas, je sais que McCartney était dans la boucle en même temps que le label, quoi. Ça pose aussi des questions des fois assez marrantes par rapport à des artistes morts depuis très très longtemps. Je pense au fameux The Next Rembrandt qui était un nouveau Rembrandt fait 350 ans après la mort de Rembrandt, en partenariat quand même cette fois-ci avec la ville de Delft et puis les archives de Rembrandt. Donc je crois que l'algorithme était programmé pour étudier 356 tableaux de Rembrandt et il a fait un nouveau Rembrandt. Bon, dans ces cas-là, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des... Avec les descendants de Rembrandt, c'est difficile. Mais quand même, je voudrais pas qu'on donne une image aussi négative de l'art, parce que si on fait un faux Rembrandt, ça reste un faux Rembrandt et c'est pas une vraie création. Hein. Mais je crois qu'on peut utiliser les technologies modernes pour faire des choses originales. Hein. Moi, je sais que nous, on avait travaillé dans mon équipe sur la créativité avec des machines, et puis il y a plein d'artistes qui font des choses formidables. Ouais. Je suis complètement d'accord, ça c'est complètement mon domaine, mais par contre, c'est vrai que je trouve que quand l'intelligence artificielle elle-même est l'artiste, par exemple, je pense à Google Deep Dream, qu'on a tous expérimenté, on met une photo de nous, et ensuite on ressort une photo avec des têtes de chiens, parce que le pauvre malheureux, on l'a obligé à apprendre, en fait, à reconnaître des chiens pendant très très longtemps. Finalement, ça donne quand même des choses pas extrêmement intéressantes quand l'algorithme est tout seul à travailler, même s'il a été orienté par un humain. Comme vous dites, en effet, le plus intéressant, c'est quand les artistes s'approprient en fait les technologies d'intelligence artificielle. C'est encore autre chose, je pense. Alors, je voudrais en revenir aux questions de responsabilité, puis aussi d'éthique. Là, je lisais aujourd'hui un article qui est paru dans Le Monde et qui racontait l'histoire de deux collectifs qui proposent des sortes de serments d'Hippocrate, un peu comme donc ce serment que prêtent les médecins avant d'entrer en exercice, appliqué aux concepteurs d'intelligence artificielle et donc qui prendrait un certain nombre d'engagements éthiques. Je ne sais pas si vous les avez passés, si vous les avez lus, et qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça peut être une forme de régulation ou un outil intéressant ? Allez-y. Deux choses. D'abord, je pense pas que ce soit une forme de régulation parce que tout le monde peut se réapproprier des technologies et puis en faire des choses très positives et très négatives. Et donc, l'ingénieur ou le scientifique qui est à l'origine de ces techniques n'est pas toujours au courant de ce qui va se produire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que est-ce qu'il faudrait
avoir un serment spécifique pour les concepteurs d'intelligence artificielle, on va se dire, oui, mais ce sont tous les informaticiens. Puis après, on va se dire, oui, pourquoi limiter aux informaticiens? Ce sont tous les ingénieurs. Et donc, est-ce qu'il faudrait effectivement un serment pour les ingénieurs? Alors, il existe des espèces de commandements pour les ingénieurs, mais je crois que ça n'a pas vraiment le même rôle que dans le cas du serment d'Hippocrate, puisque c'est un devoir général. Enfin, c'est dans toutes les actions de la vie, il doit se rappeler qu'il est médecin et il doit soigner les gens. Dans le cas de l'ingénieur, je crois que c'est un peu différent. En revanche, qu'il y ait une réflexion éthique très préalable dans la conception des outils, sur la façon dont on va les utiliser, sur la façon dont les données qui vont être captées vont être exploitées, sur éventuellement les nuisances que ça peut engendrer. Donc là, je crois que ça, c'est très très positif. C'est ce qu'on appelle en anglais ethics by design, c'est-à-dire l'éthique conçue dès la conception des produits. Et ça, je crois que ça va devenir tout à fait essentiel. Mais ce n'est pas seulement les ingénieurs, justement. Je crois qu'il faut que l'ensemble de la société soit consciente aujourd'hui de l'importance du numérique et soit en mesure d'exiger un certain nombre de choses. Parce que ça dépend du monde dans lequel on veut être. Et si, par exemple, dans les sociétés européennes, on exige des objets qui seront à notre disposition, qu'ils protègent la vie privée, les constructeurs seront obligés de protéger la vie privée. Sinon, les constructeurs vont exploiter toutes les données possibles, ce qu'ils sont en train de faire, et bien sûr, les ingénieurs sont soumis à leur supérieur hiérarchique et ils seront obligés de faire des dispositifs. Donc je crois que ce sont des réflexions qui doivent avoir lieu dans toute la société, et ensuite une exigence qui fait que le consommateur, lorsqu'il achète quelque chose, demande des labels, des certifications, comme quoi ça obéit bien à un certain nombre de principes qui lui sont chers. Alors, Madame Neveu-Gence, peut-être déjà sur cette idée de serment d'Hippocrate, et puis ensuite sur la question de l'éthique. Oui. Alors, sur le serment d'Hippocrate, la résolution dont je vous parlais tout à l'heure avait déjà évoqué un petit peu cette idée par rapport à des chartes éthiques. Donc, elle évoquait la possibilité de mettre en place une charte éthique. Alors, c'était une charte éthique destinée à plusieurs types de personnes, destinée aux ingénieurs, destinée, par exemple, aux utilisateurs, donc elle avait visé un certain nombre de personnes potentielles, sachant que l'inconvénient de la charte éthique, c'est qu'on ne peut ne pas y adhérer. Donc une charte éthique, si vous n'y adhérez pas, eh bien, elle ne vous est pas applicable. Donc il suffit que l'ingénieur qui a envie de faire une machine un petit peu non éthique, par exemple une machine qui utiliserait de la reconnaissance faciale pour interdire de rentrer dans tel ou tel bâtiment à tel ou tel type de personne, eh bien pourrait ne pas signer ce type de charte, et dans ce cas-là, elle ne lui serait pas applicable. Donc on voit la charte éthique, c'est intermédiaire entre la déontologie et juste la simple morale. C'est quelque chose qui est plus fort qu'une règle morale non écrite, mais beaucoup moins fort qu'une règle déontologique qui est aujourd'hui, en tout cas en France, qui est par exemple en matière de médecine, tout ce qui est règles déontologiques du médecin sont consignées dans le code. Donc là, les règles, les simples chartes éthiques, elles ne seraient consignées nulle part. C'est juste un engagement moral. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, vous ? Alors, moi, je pense que c'est difficile de faire, enfin, c'est juste mon avis, c'est difficile de faire entrer de l'éthique de force dans les personnes. Alors, bien sûr, après, on a des règles de droit. On l'a connu, par exemple, en bioéthique, pour réussir à réglementer une profession au niveau de l'éthique. On a créé des lois bioéthiques qui ont permis effectivement d'interdire, par exemple, de faire des procréations médicalement assistées après la mort, par exemple. Donc là, il n'y a pas de règle de droit à la base. On sent bien que c'est juste une conception morale de la société qu'on a transformée en règle de droit. On peut faire la même chose avec les questions éthiques. Et moi, dans mon livre, c'est ce que je préconise. C'est-à-dire que j'ai pointé un certain nombre de secteurs dans lesquels on peut utiliser le droit que l'on a aujourd'hui pour éviter un certain nombre de dérives. Par exemple, si on prend une illustration en matière de robotique d'assistance aux personnes, on pourrait très bien imaginer que les maisons de retraite utilisent des robots nourrisseurs. Donc, vous savez, c'est des bras qui viennent nourrir les personnes qui sont handicapées. Eh bien, on pourrait parfaitement imaginer d'appliquer strictement le droit que l'on a déjà concernant la dignité humaine et interdire que vous ayez des salles de nourrissage des personnes âgées ou qui soient désertées complètement de
de tout être humain et que vous ayez des séries de personnes qui soient nourries à la chaîne par des machines sans respecter leur être, par exemple sans respecter le fait qu'elles aient un rythme différent de leurs voisins pour manger, etc. Donc ça, c'est le genre de choses auxquelles on peut déjà réagir avec le droit actuel. Donc dès aujourd'hui, les questionnements éthiques, on peut en résoudre une certaine partie, encore que la difficulté sera de les pointer. Aujourd'hui, c'est la difficulté, c'est comme les technologies pénètrent dans la société, qu'il y a une part de désinformation, pardonnez-moi, des journalistes, puisque on vous fait croire des choses qui n'existent pas encore. Par exemple, combien de fois on me dit, ben oui, mais les voitures autonomes, c'est pour demain. Non, je suis désolée, les voitures autonomes, c'est pas pour demain. Donc voilà, c'est des genres de choses contre lesquelles il faut réussir à lutter. Il faut appréhender les questionnements éthiques. Il ne faut pas se précipiter. Donc moi, en droit, pour résumer ma position, tout ce qui est question de responsabilité aujourd'hui, on est tout à fait au clair pour régler les questionnements, par exemple du frigo, on voit qu'il n'y a pas inventé de droit. Par contre, les questions éthiques qui se posent, elles doivent être appréhendées dès aujourd'hui parce qu'elles sont difficiles, elles vont nous engager moralement à long terme, parce que ça va ensuite influencer le législateur et que dès maintenant, nous devons avoir conscience des questions éthiques que ces machines vont nous poser. Et c'est à ça qu'on doit réfléchir aujourd'hui. Alors pour conclure et assez rapidement pour qu'on garde quand même 5-10 minutes pour les questions du public, cette réflexion éthique, comment doit-on la mener? Qui doit la mener? Est-ce que c'est la puissance publique? Est-ce que c'est la société civile? Est-ce que ce sont les concepteurs voilà, qui doit la mener? J'aimerais vous entendre tous les trois sur cette question. Alors je vais commencer parce que vous dites les concepteurs, oui et non. Alors si on répond oui, les concepteurs, on parlait que les concepteurs devaient respecter une éthique by design, c'est vrai. Et c'est très très bien. D'ailleurs, ils le font dans une certaine mesure. Mais si on parle de la voiture autonome et qu'on s'imagine que les concepteurs vont respecter un certain nombre de règles éthiques, là, on peut faire erreur, puisqu'on imagine très bien que chaque concepteur va essayer de minimiser ses frais, donc va peut-être ne pas s'attarder beaucoup sur les questions éthiques. En tout cas, il n'appartient pas aux constructeurs automobiles de régler les questions éthiques. Ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, deuxième chose, par rapport à qui doit régler, évidemment, c'est à la société, déjà, la société civile, qui doit réfléchir. C'est à vous de dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. D'ailleurs, ce type de débat permet cette réflexion, cette prise de conscience, déjà en démystifiant ce qui n'est pas, déjà en évitant d'avoir peur de ce qui n'est pas non plus, donc en ayant vraiment une conscience de ce qui est la réalité de la chose. Ça, c'est très important. Et ensuite, de dire ce que vous voulez. Voilà, moi je ne veux pas pour la société de telle chose. Par exemple, moi je ne veux pas pour la société que ce soit une machine qui élève mes enfants. Ça peut être une piste, par exemple. Donc vous avez plein de réflexions à mener. Et bien sûr, il appartiendra après aux législateurs d'entériner tout ça et de réfléchir à ces questions. On peut imaginer un comité d'éthique dédié uniquement à cette question d'intelligence artificielle qui serait effectivement bienvenue. Maxence Grugier. C'est une question que je suis pas spécialiste de la question, mais je pense que c'est encore une fois une question d'information du public, une question en effet de motivation. Je pense que malheureusement les pressions économiques vont faire que des fois l'éthique risque de passer à là, c'est qu'on va s'apercevoir de certaines choses bien après, en parlant d'éducation tout à l'heure, ou justement, ou de la façon dont on va s'occuper de nos aînés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a malheureusement déjà des projets qui sont faits qui sont sûrement certainement pas éthiques. Il y a donc moi, je pense que du côté des journalistes, il faut rationaliser l'information et il faut être le plus sérieux possible. Et puis, de l'autre côté, du côté du public, en effet, il faut pas avoir peur d'être exigeant et il faut surtout pas se dire, oh là là, mon Dieu, mais c'est scientifique, l'intelligence artificielle, ça nous dépasse complètement, on n'y comprend rien. Et en l'occurrence, on voit que les gens ont envie de comprendre parce que vous êtes là. Un truc qui est quand même assez effrayant, je dirais quand même, moi où je suis un petit peu pessimiste, c'est que des fois des décideurs qui sont censés être très bien informés sur des sujets importants comme cela, et je pense par exemple au directeur d'un gros groupe d'assurance que vous connaissez bien, je ne citerai pas, qui disait par exemple dernièrement à Expérimentaire Grenoble, nous prévoyons que dans les années qui viennent, avec les voitures autonomes, nous allons perdre jusqu'à 65% de nos contrats d'assurance parce qu'il y aura beaucoup moins d'accidents. Et plein de gens dans la salle se sont dit mais mon Dieu, mais c'est totalement l'inverse, il y aura 65% de plus d'accidents, certainement au début du moins, au moment de la transition entre les voitures autonomes, non autonomes et tout le reste. Enfin voilà, donc faut vraiment faire très très attention. Et oui, en effet, être proactif par rapport à ces questions-là. Ouais.
Et selon vous, les artistes, l'art a quelque chose aussi à nous apporter dans cette optique-là? Les artistes, ils n'arrêtent pas. C'est ça qui est génial. Ce que disait tout à l'heure Jean-Gabriel. Moi, je suis pour justement l'utilisation de ces technologies par les artistes, ou du moins de ces idées. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du frigo. Il y avait, je ne me rappelle plus le nom de cet artiste anglo-saxonne qui avait fait le Evergreen Refrigerator Action, qui était un frigidaire intelligent qui monologuait sur justement les manquements de l'humanité, parce que lui, en tant que réfrigérateur intelligent, dépensait beaucoup d'énergie, participait au réchauffement climatique, etc. Donc il y a une espèce de monologue comme ça, vous les humains, tout ça. Des choses comme ça, c'est très drôle. Il y a aussi Adam Basanta qui fait un travail extraordinaire, qui est un artiste québécois du côté canadien anglophone, qui a fait une pièce qui s'appelle All We Ever Need is Another One. Donc tout ce dont nous avons besoin, c'est un autre nous, en gros. Et il a créé un studio automatisé de production artistique. Alors il a mis 2 scanners ouverts comme ça, l'un en face de l'autre. Il s'auto-scanne et puis ensuite il envoie les images à un ordinateur qui lui-même traite l'image, et selon les tons, les coloris, etc., l'algorithme va chercher dans les bases de données du Guggenheim, le fonds MoMA, etc. Il analyse par rapport à des œuvres qui existent déjà. Il retransmet à un autre ordinateur qui retravaille la colorimétrie, etc. En gros, il a créé un studio de production artistique totalement automatisé qui finit par imprimer des pièces sur une imprimante laser de grande qualité, en grand format, et qui sont finalement, au bout d'un moment, affichées dans des galeries. Et donc, l'artiste, c'est ce studio qui est en fait un algorithme, enfin, une série d'algorithmes. Voilà, donc il n'arrête pas. Frédéric Delias, qui est présent en bas avec son œuvre sur cette intelligence artificielle que vous avez peut-être testée, qui est cette espèce d'œuf là, qui réagit un peu à notre approche et qui éprouve des émotions. C'est aussi quelqu'un qui pose des questions très intéressantes sur notre rapport à l'objet et au design, justement. C'est aussi ce garçon qui a fait cette pièce qui est très intéressante, qui s'appelle Soft Love, que vous avez peut-être vu aussi, qui est l'histoire à l'inverse de Her. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est un logiciel domotique, donc une intelligence artificielle qui tombe amoureux de sa propriétaire et qui finit par régir complètement sa vie. Qui s'est donné ici il y a 3 semaines. Voilà, et qui finit par régir complètement sa vie. Donc ça pose des questions sur l'autonomie aussi. Voilà, donc oui, les artistes s'emparent de ce sujet, souvent de manière très pertinente, des fois peut-être un petit peu alarmiste. Il faut les recadrer un petit peu justement, qu'ils s'informent aussi plus, mais quand même les questions sont là, et ces questions, elles sont aussi bien esthétiques que éthiques pour le coup, ou sociales, quoi. Voilà. Jean-Gabriel Ganassia. Alors sur ces questions d'éthique, sans rentrer dans le détail, je crois qu'effectivement il faut informer. Et si on veut que la société puisse avoir des exigences, il faut qu'elle sache de quoi il s'agit. Sinon elle risque de se tromper complètement, d'avoir peur là où il n'y a pas besoin d'avoir peur, hein, et de ne pas voir les réalités. Et alors c'est d'autant plus difficile que ces réalités surviennent avec le temps. Il y a des choses que nous n'imaginions pas. Quand moi j'ai commencé à m'intéresser aux questions éthiques, c'était un peu par hasard, mais à l'époque personne n'imaginait que l'informatique pouvait poser des problèmes. C'était il y a 15 ans, je m'en souviens très très bien. C'est pas si vieux que ça, c'est venu, et maintenant c'est évident pour tout le monde. Et puis alors, sur l'information, on a parlé des journalistes, mais ce ne sont pas les seuls coupables. Les coupables, c'est parce que les gens qui financent les sciences aujourd'hui, en particulier les bureaucrates, qu'on voit à Bruxelles, par exemple, mais il y en a d'autres à beaucoup d'endroits, l'ANR c'est la même chose, ils veulent des percées technologiques, breakthrough. Et donc, ils nous incitent, nous en tant que scientifiques, à écrire des histoires de science-fiction. Et en plus, c'est de la mauvaise science-fiction, c'est de la science-fiction du storytelling. Du storytelling. Et donc, de ce fait, on raconte des choses dont on sait dès le départ qu'elles sont impossibles, mais on est forcé de le faire. Et ensuite, bien sûr, les journalistes, ils récupèrent ça parce qu'ils disent « ouais, ce sont des scientifiques », mais bien sûr, ils sont un peu obligés de ce point de vue-là. Et ça, peut-être qu'il faudrait le transformer. Et donc pour ça, il faudrait qu'on change les modes de financement de la science. C'est un défi. Un grand chantier. Merci beaucoup à tous les trois. On va prendre 2 questions. Alors, monsieur. Oui, bonsoir. Je voulais poser la question de la compatibilité de l'intelligence artificielle avec une démocratie. Parce que une démocratie existe depuis toujours, et l'intelligence artificielle ne fait jamais que se greffer par-dessus un système, peu importe lequel. Donc, dans le cas de démocratie, une intelligence artificielle peut exacerber un fonctionnement qui existait déjà. Par exemple, concentrer des richesses, donc détruire les emplois pour les plus faibles, donc provoquer des inégalités sociales dramatiques. Il peut y avoir des problèmes de manipulation de l'opinion, on l'a évoqué pour les dernières élections américaines. Et est-ce que le risque à terme, alors je ne veux pas être trop noir, mais est-ce que le risque c'est que les démocraties, qui sont toujours très lentes
à réagir, se transforme pas en dictature molle. C'est que les gens gardent le sourire, seront toujours heureux, mais ils seront manipulés complètement. Et au sein d'une démocratie, c'est un peu une troisième question. Est-ce que des groupes organisés terroristes ne pourraient pas pirater les frigos intelligents pour aller hacker, pirater des centrales nucléaires, des bases de lancement de missiles ou des choses comme ça? Oui, moi je suis d'accord avec vous. Il y a de nouvelles vulnérabilités, bien sûr, qui existent, hein, et il y a de nouveaux pouvoirs qui se mettent en place. Donc, d'un côté, des technologies comme Internet étaient très positives, puisqu'on a l'impression que tout le monde peut donner son avis. C'est l'idéal de la démocratie, c'est une espèce d'agora planétaire. Et en même temps, une agora à cette échelle-là est impensable, hein, parce que nos facultés cognitives ne nous permettent pas, nous n'avons pas de disponibilité, hein, pour participer à l'ensemble des débats, et je crois qu'il y a de nouveaux pouvoirs. Mais pour saisir ça, je crois qu'il faut que l'on reprenne les concepts de philosophie politique traditionnelle et qu'on les réélabore dans ce monde qui est un monde nouveau. Je vais vous donner un exemple. L'axiome de l'état de droit tel qu'il se constitue à partir de la fin du XVIIIe siècle, c'est l'idée qu'il y a coextension du territoire et de l'État. Or, aujourd'hui, vous voyez bien que les territoires sont traversés d'influences diverses, ce qui explique entre autres tout ce qui s'est produit au moment des élections américaines, britanniques, françaises, italiennes, etc. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'acteurs venus d'on ne sait où, d'autres pays, peuvent influer sur la vie démocratique. Que faire, et c'est bien ce que le gouvernement propose en ce moment. Est-ce qu'il faut une loi spécifique, est-ce que c'est nécessaire ou pas, et bien sûr, est-ce que ça pourrait pas conduire à une privation de liberté? Vous voyez, ce sont toutes ces nouvelles questions qui vont se poser, et je crois qu'effectivement, il convient aujourd'hui de repenser ce que sont les fondements de la théorie politique, de la philosophie politique. C'est ce que j'ai essayé de faire il y a quelques années, et puis je voudrais bien retravailler là-dessus. Je crois que c'est un enjeu majeur. Et c'est vrai que les spécialistes de politique, jusqu'à présent, connaissaient trop peu le numérique pour aborder ces questions-là. C'est en train de changer, bien sûr, mais assez lentement. Alors j'aurais voulu prendre une deuxième question, mais malheureusement le temps imparti est déjà écoulé. On pourrait les poser de manière plus informelle. Merci à tous d'être venus suivre cette discussion. Merci à tous les trois d'y avoir participé, de l'avoir animé. Et puis à très bientôt.